Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, je voudrais évoquer le rôle qui incombe à l'Afrique dans l'avenir de notre organisation. Toutefois, je ne saurais le faire sans évoquer le rôle collectif qu'a joué l'Afrique depuis la création de l'organisation. Un rôle qui était modeste. Parmi les 21 États membres ayant créé l'ONU en 1945, seuls 4 étaient africains. L'Égypte, l'Éthiopie, le Libéria et l'Afrique du Sud. Il est important d'indiquer que l'ONU est née sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale en raison de l'incapacité de son prédécesseur, la Société des Nations, d'éviter un conflit mondial à grande échelle, ce qui était pourtant son objectif lorsqu'elle avait vu le jour en 1920 dans le sillage de la Première Guerre mondiale. Parmi les 42 membres fondateurs de la Société des Nations, seuls 3 étaient africains. Le Libéria, l'Union d'Afrique du Sud et l'Éthiopie. L'Égypte y a adhéré en 1937. La participation de l'Afrique à la création de l'ONU était donc minime et peu importante. Et cela parce que, avant tous les autres pourparlers, toutes les réunions, les représentants de groupes de 14 nations se sont réunis à Berlin dans le cadre d'un cycle de discussion qui a commencé en 1884 et a entraîné le partage et la colonisation du continent, également connu sous le nom « ruée vers l'Afrique ». Le passé est tout souvent le prélude de l'avenir. Eh bien, par le passé, la majorité des 54 pays qui composent l'Afrique n'ont jamais eu voix au chapitre lorsque le nouvel ordre mondial a été dessiné. Mais la donne a changé et le rôle de l'Afrique dans l'histoire à venir sera majeur. Selon les projections de l'ONU, d'ici à 2050, plus de 25% de la population mondiale devrait résider sur le continent africain. En outre, à l'horizon 2050, un tiers des jeunes âgés de 15 à 24 ans habiteront sur le continent africain. Donc, vous le voyez, l'avenir du monde est africain. Et je le répète un peu plus fort pour ceux d'entre vous à l'arrière de cette salle, l'Afrique, l'avenir est africain. Déjà aujourd'hui, l'Afrique est un catalyseur du potentiel et du développement humain, mais également des réformes économiques et de la stabilité écologique. L'Afrique est le moteur de changements systémiques. Même si cette réalité vous semble un peu provocatrice ou déconcertante, c'est peut-être parce que vous l'examinez sous le prisme de siècles de racisme, de colonialisme, d'impérialisme et le parti pris implicite qui en réside. Peut-être que vous ne connaissez pas la résilience des pays africains, leur capacité à revenir sur le devant de la scène. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui dans mon propre pays, le Ghana. Notre constitution limite le mandat des dirigeants à 2 mandats de 4 ans. En janvier, j'ai été investi pour un 2e mandat qui ne suivait pas mon premier mandat. Notre devise, le cedi ghanéen, se dépréciait rapidement. Nous faisions face à une inflation qui grimpait en flèche, une dette écrasante. Le moral était au plus bas chez mes citoyens. Mon gouvernement s'est directement engagé dans un programme ambitieux de transformation profonde visant à restructurer les fondements de notre économie et être plus compétitifs sur la scène internationale. Nous avons ainsi remis les compteurs à zéro. En l'espace de seulement 8 mois, nous avons réduit sensiblement l'inflation, qui est passée de 23,8% en décembre 2024 à 11,5% en août 2025, rétablissant la stabilité des prix pour nos citoyens. En outre, notre devise s'est fortement appréciée par rapport à d'autres devises et Bloomberg a indiqué que c'était la devise qui affichait les meilleurs résultats au monde à un certain moment. Notre note, pour ce qui est de notre crédit,
a permis de rétablir la confiance des investisseurs. Et ainsi, la population a vu que les élus permettaient à tout le monde d'avancer résolument. Je pense qu'à l'occasion de cet anniversaire, l'ONU devrait également engager un processus permettant de se recalibrer, de remettre les compteurs à zéro. Depuis la création de l'organisation, le nombre d'États membres a quasiment quadruplé. Et en toute honnêteté, le monde d'aujourd'hui est bien différent de celui de l'époque de la création de l'ONU. Je l'ai mentionné précédemment, j'ai commencé donc mon deuxième mandat en janvier. Mon premier mandat avait pris fin en janvier 2017. Et pendant ces 8 ans qui s'étaient écoulés, le monde a connu des bouleversements si profonds que lorsque j'ai repris mes fonctions, j'ai eu l'impression de me réveiller d'une longue torpeur, comme Rip Van Winkle. Et pourtant, il ne s'agissait que de 8 ans. Alors, imaginez-vous ce qu'il en serait après 80 ans, après la création de l'ONU. En 1945, le soleil ne s'était pas encore couché sur le plus grand empire de l'histoire. Le mode le plus courant de déplacement international était maritime. L'ordinateur n'avait pas été inventé, sans même parler des ordinateurs portables, et la télévision n'en était qu'à ses balbutiements en noir et blanc. Les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique se refroidissaient, alors que Winston Churchill avait décrété qu'un rideau de fer était tombé sur le continent européen. À présent, 80 ans plus tard, dans notre monde d'aujourd'hui, 100 000 vols commerciaux décollent et atterrissent chaque jour. Les bibliothèques ont été numérisées et donc des volumes entiers de littérature peuvent être stockés sur un petit appareil qui tient dans votre poche. Nous vivons dans le monde des crypto-devises, de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, de l'Internet et de son donjon bien sombre, le dark web, qui sont tous des menaces potentielles planant sur la paix et la sécurité mondiale. Les changements climatiques sont déjà bien réels et nous essayons de mener une bataille que nous allons perdre pour les Maldives, les nations insulaires face à l'élévation du niveau des mers, pour Tombouctou face à la désertification, pour la forêt tropicale de l'Amazonie, face au réchauffement mondial et au déboisement. La charte de l'ONU est obsolète en termes de représentation. Les 2 pays les plus puissants au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale sont toujours récompensés par leur statut de gardien quasi totalitaire du reste du monde. Et pourtant, la première phrase du chapitre 2, article 1 de la Charte, décrète que l'organisation est fondée sur le principe d'égalité souveraine de tous ses membres. Si c'était bien le cas, un continent aussi large que l'Afrique, aux innombrables États membres de l'ONU aurait au moins un siège permanent au Conseil de sécurité. De surcroît, nous sommes d'avis que le droit de veto ne devrait être l'apanage de 5 nations, ne devrait pas être absolu. Il faudrait créer un mécanisme qui permettrait à l'Assemblée générale de contester un veto. Aucun pays ne pourrait exercer un droit de veto absolu pour servir ses propres intérêts dans un conflit. En 1995, à l'occasion du 50e anniversaire de l'ONU, Nelson Mandela se tenait à cette même tribune et il avait dit « Les Nations Unies doivent réévaluer leur rôle, redéfinir leur profil, refaçonner leur structure. » En effet, l'ONU devrait être le reflet de la diversité de notre planète et garantir l'équité entre les nations dans l'exercice du pouvoir au sein du système des relations internationales de façon générale, mais au Conseil de sécurité en particulier. Fin de citation. 30 ans plus tard, nous, les dirigeants africains, formulons la même demande simple, celle d'un siège permanent au Conseil de sécurité avec le droit de veto. Aujourd'hui, Madame la Présidente, je me tiens du haut de cette tribune et je voudrais demander au monde entier
Si l'on n'obtient pas ce droit maintenant, alors quand? Ce que nous exigeons, ce n'est pas seulement une réforme du Conseil de sécurité, mais également une profonde refonte de l'architecture financière mondiale qui est aujourd'hui défavorable à l'Afrique. L'Afrique devrait avoir davantage voix au chapitre dans les institutions financières multilatérales. Et comme je formule toutes ces demandes, je voudrais également appeler la levée du blocus de Cuba. Comme le docteur Kwame Nkrumah, le fondateur de notre nation, l'avait dit, nous voulons être l'ami de tous, l'ennemi de personne. Le peuple cubain a fait couler son sang sur le sol africain dans notre lutte contre l'apartheid. Et Cuba est un ami très fidèle de l'Afrique. Et le fait que je me tienne ici et que je formule toutes ces demandes et que tous les pays peuvent se réunir afin de traiter de questions planétaires cruciales, présenter leurs doléances, exposer leurs préoccupations, c'est pour toutes ces raisons que la survie de cette organisation est cruciale. Dans toute vieille ville ou village, vous trouverez une place, une cour où autrefois se réunissaient les citoyens et leurs dirigeants. Les réunions, les célébrations s'y tenaient, tout comme les procès et les élections. C'étaient des espaces qui rassemblaient les personnes qui en faisaient des communautés. Hélas, la technologie, le temps qui s'est écoulé ont fait disparaître ces espaces. Madame la Présidente, à maints égards, l'ONU est la place centrale de notre village mondial. Il n'a jamais été aussi important de protéger cet espace qui réunit les nations du monde en tant que communauté. L'Internet, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle nous donnent l'illusion de la connectivité, alors qu'en fait, ils renforcent l'isolement en utilisant des algorithmes qui veillent à ce que nous n'ayons pas accès à de nouvelles idées, à de nouveaux points de vue, mais il s'agit plutôt de caisses de résonance. On nous présente des faits alternatifs, des images manipulées, ce qui favorise la diffusion de la désinformation, la division entre les communautés. Nous vivons une époque bien périlleuse. Notre monde subit la montée en puissance du nationalisme et de l'instabilité économique. Le multilatéralisme s'effondre. Divers types d'agressions ont été commis contre la souveraineté d'autres nations et les nations tentent de contourner les garde-fous qui avaient été mis en place pour prévenir des conflits mondiaux à grande échelle. Et toutes ces conditions sont bien similaires à celles qui ont mené à l'échec de la Société des Nations. Le refus de délivrer des visas au président Abbas et à la délégation palestinienne crée un triste précédent et devrait inquiéter vivement tous les États membres de l'ONU. Le Ghana a reconnu l'État de Palestine en 1988 et depuis lors appuie la solution des deux États. Et contrairement à ce que d'aucuns affirment, la solution des deux États ne viendra pas récompenser le Hamas, mais plutôt donner du répit aux centaines de milliers d'innocents, de femmes, d'enfants qui subissent une punition collective, une famine forcée, simplement parce qu'ils sont palestiniens. Cela fait près de 2 ans. Alors que l'on a peur de représailles, qu'ici à l'Assemblée générale, on joue au chat et à la souris, en essayant de trouver les bons libellés, les bons mots, pour nous éviter à reconnaître ce qui s'est vraiment passé. Mais on a l'impression que alors c'est un canard qui caquette. Les crimes à Gaza doivent à présent s'arrêter. Les crimes à Gaza doivent cesser. Madame la Présidente, je voudrais également attirer votre attention sur le conflit qui fait rage au Soudan, qui a été dépeint par l'ONU comme la crise humanitaire la plus vaste au monde. 12 millions de personnes ont dû suivre leur foyer. Et en ce moment même, il y a 12 millions de nouveaux réfugiés et que nous devrions aider en tant que communauté internationale, comme on l'a fait pour les réfugiés venant d'Ukraine. Mettons de côté les euphémismes. Parlons en toute honnêteté.
Lorsque les dirigeants des pays occidentaux se plaignent de l'immigration, ils renvoient souvent aux migrants du Sud global. Mais beaucoup de ces migrants sont des réfugiés climatiques, alors que le Nord émet 75% de plus de gaz à effet de serre que les pays du Sud. Et dès lors, les répercussions des changements climatiques se ressentent plus dans le Sud global, car nous n'avons pas les ressources nécessaires pour y faire face. Alors que les déserts s'étendent, que l'on ne peut plus vivre dans nos villages, dans nos villes, nous sommes forcés de quitter nos pays. Warsan Shore, un poète somalien britannique né au Kenya, dont les parents étaient des réfugiés somaliens, avait écrit un poème chez nous. Il avait dit « Nous devons comprendre que personne ne met ses enfants sur un bateau si les eaux ne sont pas plus sûres que les terres. Personne n'incendie des palmiers. Personne ne veut passer des jours et des nuits dans un camion en mangeant des journaux. Sauf si ce voyage est plus qu'un simple voyage. Madame la Présidente, la cruauté ne peut devenir une condition normale, ni la haine, ni la xénophobie, ni le racisme. Nous devons dire la vérité. Lorsqu'on parle des migrants, on parle de Mamé Ewusi Mansa Frimpong, juge à la Cour du district central de Californie. Elle est la première femme noire dans ses cours de Californie. Elle est née en Amérique, ses parents venaient du Ghana. Nous on parle de Peter Bosman, un médecin né au Ghana qui s'est rendu ensuite à Piran, en Slovénie, dans les années 1980. Il a été le premier maire noir de Piran, le premier maire noir de Slovénie et de l'Europe de l'Est. On parle également de Tim Kael, un artiste ghanéen, et bien sûr de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Donc, ancien secrétaire général de l'ONU et lauréat du prix Nobel de la paix, qui est né au Ghana, mais a passé sa vie adulte en Amérique et en Europe. Ce sont des personnes qui ont changé le cours de l'histoire dans les pays dans lesquels ils sont arrivés comme les migrants et les enfants des migrants. Ces migrants ne sont pas des envahisseurs ou des criminels. Madame la Présidente, la traite des esclaves doit être reconnue comme le pire crime perpétré contre l'humanité. Alors que le Ghana s'est fait la chantre des réparations, nous voulons que ces réparations se matérialisent. Plus de 12,5 millions d'Africains ont ainsi été transportés contre leur gré pour garantir la richesse des pays occidentaux puissants. Nous demandons des indemnisations pour cet esclavage, pour la colonisation de nos terres, le vol de nos ressources naturelles, ainsi que d'objets culturels et de patrimoine culturel qui doivent encore être restitués. Nous reconnaissons la valeur de nos terres, la valeur de nos vies, comme l'ont fait nos colonisateurs, ainsi que les gouvernements qui versent des réparations à d'anciens propriétaires d'esclaves pour les propriétés qu'ils ont perdues. Madame la Présidente, notre monde qui est marqué de plus en plus par l'insécurité s'accompagne d'une croissance en flèche des budgets de la défense, des partenaires bilatéraux et des coupes drastiques dans l'APD. Depuis juillet 2024, on constate une chute de 40% de l'aide humanitaire vers l'Afrique. En ces temps marqués par l'incertitude mondiale, l'Afrique doit exercer sa souveraineté sur ses ressources naturelles pour mobiliser des ressources aux fins du bien-être de ses citoyens. L'époque où l'on fournissait des concessions pour servir les intérêts mondiaux et les intérêts étrangers, l'exploitation, cette époque est révolue. Il faut que nous apportions une valeur ajoutée à nos ressources. Nous sommes las d'être dépeints sans cesse comme des personnes pauvres, malades, qui vivent en périphérie de ces zones de concession de ressources naturelles contrôlées par des étrangers. Nous sommes las de devoir extraire
d'extraire toutes ces ressources et de ne pas être respectés, vus comme des personnes dignes. Nous sommes là de ne pas être dépeints de façon qui mettent en avance nos richesses, la complexité de notre histoire. Je voudrais me faire l'écho de Arundhati Roy, qui a écrit « Un autre monde n'est pas seulement possible, mais est en train d'émerger. » Et je peux entendre, lorsque tout est calme, sa respiration. Je voudrais dire que pour l'Afrique et pour ma fille de 18 ans, j'espère que l'avenir de notre monde garantira sécurité et égalité pour les femmes et les filles. Et pour cela, nous devons permettre aux femmes et aux filles de déployer tout leur potentiel. En guise de conclusion, Madame la Présidente, je vous félicite pour votre élection à la présidence de la 80e Assemblée générale. Vous n'êtes que la 5e femme à le faire. Je voudrais également féliciter son Excellence Nana Jane Opoku-Agyemang, la première femme vice-présidente du Ghana. Aujourd'hui, chaque fille ghanéenne sait qu'elle peut atteindre des sommets. Les mots comptent, mais la représentation compte encore plus. Voilà pourquoi le Ghana attend avec intérêt la nomination d'une femme en tant que secrétaire générale de l'organisation dans un avenir proche. Madame la Présidente, Excellence, merci de votre attention.